Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Sam Michaud, un pratiquant de Krabi Krabong, qui est un style thaïlandais. Vraiment intéressant. Il nous explique son parcours martial. Il a pratiqué le tai chi, entre autres, avant. Il a pratiqué toutes sortes de styles. On explore ça, on explore son style, les armes qu'ils utilisent, sa vision de la pratique, tout ce que ça lui apporte, la pratique des armes traditionnelles. Ils font du combat aussi avec ce qu'il apprend dans le Krabi Krabong, il l'applique chez les Dog Brothers. Donc, tout ça est relié avec nos épisodes précédents. Donc, si vous avez apprécié les deux épisodes précédents, c'est dans la continuité, c'est tout aussi intéressant. On explore complètement autre chose. La discussion va ailleurs. C'est vraiment un excellent podcast. Pour ceux qui se demandent, Jérémy est absent parce qu'il est parti à un mariage et on félicite les mariés. Et devrait être de retour au prochain épisode. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous supporter en vous abonnant sur Patreon, patreon.com/guerrier podcast. J'ai enregistré une capsule avec Sam, comme avec tous nos invités depuis plusieurs saisons. Donc, quand vous êtes abonné Patreon à 3$ et plus, vous avez accès à toutes les capsules francophones. 5$ et plus, vous avez anglais-français. Vous avez les épisodes en primeur, entre autres. Et si vous êtes propriétaire d'un dojo, vous pouvez prendre le volet à 10$. On donne une visibilité à votre dojo dans les descriptions d'épisodes et au générique des podcasts. Ça nous aide, ça nous permet de supporter les plateformes qui nous servent à produire ce podcast-là et à améliorer notre équipement et à maintenir notre équipement technique pour vous offrir un produit de qualité depuis maintenant 5 saisons. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast. Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, All right. Cette semaine, entretien avec un guerrier. On continue sur notre lancée exploratoire. On reçoit Sam Michaud, qui est un pratiquant de Krabi Krabong. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, fait que tu me corrigeras. Parfait. C'était parfait. OK, parfait. Excellent. Comme ça s'écrit, ouais. Ouais, OK. Ouais, j'ai vu comment ça s'écrivait. Écoute, Sam, je dis on continue sur notre lancée parce que c'est tes collègues de Black Flag là, qui m'avaient référé à toi. Fait que pour parler du Krabi Krabong, tu vois, je risque de le massacrer une couple de fois. Explique-moi, premièrement, on va se concentrer sur toi. Explique-moi d'abord, toi, d'où tu viens, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie, puis on arrivera éventuellement à ton style. Là. Excellent. Donc, j'ai commencé les arts martiaux, peut-être un peu comme plusieurs des auditeurs, là, un petit peu de taekwondo, de karaté, rien de très sérieux quand j'étais enfant. Ça a commencé à être un petit peu plus sérieux en 99. Je me suis inscrit à une classe de Jeet Kune Do. C'est là que j'ai rencontré Min, d'ailleurs, que vous avez eu déjà là, en entrevue. J'ai pratiqué dans une école sur la Rive-Sud pendant à peu près 2 ans. Ensuite, je me suis entraîné un an ou 2 chez Philippe Gilna. Puis c'est là que j'ai été introduit aux arts martiaux philippins. Philippe faisait venir aussi Dan Inosanto à son école là, de façon assez régulière. Fait que je fais une petite parenthèse, c'est là la première fois où j'ai entendu parler de Krabi Krabong. Pourquoi? Parce que sur petite anecdote, là, sur le t-shirt de Dan Inosanto, il y a tous les styles qu'il pratique ou qu'il enseigne à son école, donc Krabi Krabong. Puis je trouvais que c'était un nom qui sortait un peu du lot. Ça appliquait un peu mon intérêt. Mais
sans plus, en gros, l'information que j'avais, c'est que c'était un système avec des armes thaïlandais. Il en a fait mention quelques fois dans son séminaire, mais sans rentrer là-dedans, étant donné que le séminaire portait pas là-dessus. Puis bon, par après, j'ai quitté l'école de fil. Je me suis concentré beaucoup dans les arts martiaux internes, le tai chi, qigong, neigong, ce qui m'a passionné puis qui me passionne encore là, pendant une grosse période de 15 ans. Je pratiquais presque juste ça. Ça m'a fait voyager aussi. J'ai été 2 fois en Chine pour m'entraîner avec le maître de mon maître. Puis ben vers la fin de la période COVID, j'ai décidé de me relancer là, dans les arts martiaux, peut-être pas le bon terme, mais peut-être un petit peu plus pragmatique, hands-on, de combat. Ça faisait longtemps que ça me titillait là. Avec Internet maintenant, là, on est capable d'aller voir les écoles qui sont à proximité, puis ce qui nous intéresse, puis de se projeter, puis fallait juste que je fasse le bon. Puis c'est un événement, ben c'est un peu à cause de Mine en fait, parce que c'est d'un événement martial qui regroupait plusieurs pratiques, plusieurs pratiquants que j'ai croisé Mine. Puis écoute, ça faisait tellement, je pense que ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu. Fait que c'est au début on s'est pas reconnu directement. J'ai vu qu'il y avait des shorts de l'école de Dan Santo. Puis là, de fil en aiguille, on a comme fait comme t'es-tu Min, t'es-tu Sam? Puis c'est là qu'on a reconnecté. Puis de fil en aiguille, ben j'ai pris contact avec Phil, par l'entremise de Min, avec Sébastien Poirier. Puis voilà, c'est là que ça repartit. Fait que je suis pratiquant de Pikiti Tirsia avec Sébastien, avec Min aussi. Je pratique aussi le Dog Brother Martial Art avec Min. Puis, dans un événement de Dog Brother, parce que j'aime ça fighter aussi avec la gang de Dog Brother, à Vancouver, ma stratégie que j'avais développée, c'était de kicker. Fait que j'ai développé une stratégie de kick. Puis là, par la bande, on m'a dit comme quoi, dans le Krabi Krabang, c'est un système qui avait beaucoup de kicks, puis ça pouvait peut-être m'intéresser. Puis je me suis mis à rechercher, puis je suis plongé, je suis tombé dedans. OK. Fait que quand même, c'est la nouveauté, dans le fond, dans ton parcours, cette histoire-là. Comme t'as quand même fait longtemps de Tai Chi, on l'a survolé rapidement, mais c'était avec qui? T'es arrivé là comment? Ça m'intéresse parce que quand même, il y a comme un gros contraste là, dans les deux styles, mettre le Tai Chi puis ce que tu fais aujourd'hui. Fait que le Tai Chi, c'est arrivé comment? C'était avec qui tu faisais ça? Ben oui, à certains égards, tu as 100% raison. Puis, mais comme tout pratiquant qui, tu sais, je t'ai entendu parler avec Philippe Lavoie, par exemple, Oui. puis avec d'autres pratiquants. À un certain point, tout s'entrecoupe un peu. Mm-hmm. Puis il y a des ressemblances ou des liens qu'on peut faire entre des arts martiaux internes et externes, étant donné qui sont pratiqués ou qui sont exprimés par le pratiquant finalement. Ouais. Tu vois, j'ai rencontré par l'entremise d'un ami. En fait, c'était le client d'un café où je travaillais quand j'étais étudiant. Okay. Qui pratiquait le Tai Chi à ce moment-là avec la société de Tai Chi Taoïste, qui est un petit peu plus social club, si je dirais, tu sais, un Tai Chi qui est, tu sais, parce que je fais la distinction, il y a plusieurs styles de Tai Chi, mais il y a plusieurs écoles, puis il y a plusieurs approches. Il y a des approches qui sont un petit peu plus sociales pour la santé, il y a des approches qui sont un peu plus martiales. Lui était là-dedans. Puis c'était un client qui était assez régulier, puis évidemment on parlait d'arts martiaux puisque lui était dans le Tai Chi, moi j'étais dans le Jeet Kune Do et les arts martiaux philippins à cette époque-là. Et il a rencontré Raph Chen, qui est devenu mon maître dans le Neigong et le Tai Chi.
Puis il m'a dit, écoute, lui, tu devrais le rencontrer. Tu vas voir que tu sais, c'est pas le même Tai Chi que la société Tai Chi Taoïste. En passant, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste un autre approche. Puis moi à ce moment-là, un autre approche. Puis moi à ce moment-là, j'étais un jeune ado qui faisait des sports de combat. Puis le Tai Chi, disons que j'avais de l'intérêt, mais fallait que ça soit un petit peu plus physique. Donc, il m'a présenté à Raph. Raph, à ce moment-là, il venait d'arriver de Chine, il parlait pas un mot de français, il balbutinait en anglais, mais par le mouvement, on est arrivé quand même à se comprendre. Puis ça a tout de suite connecté, il est devenu plus qu'un maître, c'est devenu un ami. Puis on a créé un groupe, puis le groupe, écoute, c'est jamais devenu une multinationale, mais on était un petit groupe de 6 dévoués, puis on se donnait à fond dans cette pratique-là. Puis fait que moins, tu sais, quand on a l'impression Tai Chi, des mouvements très doux, très lents. Là, cette approche-là qui vient de Wudang, du système Wudai Tai Tie Song, est une approche qui est comment je pourrais dire ça? Un petit peu plus méta du Tai Chi, c'est-à-dire que il y a c'est beaucoup des mouvements répétitifs. Les métriques pour une section, par exemple, c'est la vitesse, le nombre, la vitesse et le volume. Fait qu'on va faire comme un mouvement qu'on va répéter 360 fois, même certains mouvements jusqu'à 3600 fois. Puis le but de ça, c'est d'étirer les ligaments, ouvrir les capsules articulaires, étirer les muscles. Moi, j'ai eu une formation de masso-kinésithérapeute, puis j'ai eu beaucoup d'intérêt dans le domaine, puis j'en ai encore beaucoup sur la biomécanique. Fait que j'ai toujours fait cette étude-là aussi avec les yeux ou le filtre de la biomécanique et du mouvement. Donc, pas juste avec le point de vue de la médecine chinoise, parce que évidemment, c'est très présent, puisque ça découle de la même source, puis il y a les mêmes repères. Donc, faire une histoire courte, ça m'a parlé, le timing était bon, on était une belle gang, un beau nucléus qui se poussait l'un l'autre. C'était des entraînements qui étaient difficiles, mais où on voyait des effets très très rapides sur notre autant au point de vue physique que émotionnel qu'énergétique. Surtout à cette époque-là, tu sais, c'est une période, tu sais, fin de l'adolescence, début de la vie adulte, où des fois c'est un petit peu brouillon dans nos têtes puis dans nos vies. Puis ça m'a aidé dans le fond à faire du ménage là-dedans, puis à me comprendre moi-même. Ça a été une belle plateforme pour me découvrir puis évoluer finalement. Et les arts martiaux plus physiques, plus de combat, c'est un peu la même chose à un autre niveau finalement. Je m'en sers comme plateforme pour me connaître mieux en situation de haut stress. Dans les dernières années, j'ai pratiqué aussi le jiu-jitsu brésilien. Moi, j'ai pas été élevé dans un univers de compétition, par exemple. Fait que, tu vois, je me suis un peu servi de du côté sportif du jiu-jitsu brésilien pour me mettre en situation, pour aller faire des compétitions, puis essayer de me challenger, puis voir comment je réagissais à ce type de contexte-là. Fait que c'est un petit peu ça c'est un peu ça dans le fond au final avec le recul. Quand je me regarde dans les arts martiaux, je pense que au début c'était pas clair, mais c'est devenu très clair dans les dernières années, comme quoi c'était vraiment en fait les arts martiaux étaient l'outil de développement parfait pour moi. Ça comble l'aspect mental, spirituel, physique. Puis
ça me permet de rencontrer des gens qui sont vraiment cool et social et plein d'autres choses. Fait que En fait, dans ce que je t'écoutais parler de la forme de tai chi que tu pratiquais et tout, puis je faisais des liens dans ma tête avec un autre style qu'on a déjà reçu des pratiquants sur le podcast, qui est un peu victime de sa réputation, c'est l'aïkido, tu sais. Puis le tai chi, c'est drôle, tous les gens que j'ai reçus qui pratiquent le tai chi me disent tout, mais moi, je pratique un style plus physique, plus martial. Fait que là, je me dis, crime, finalement, il y en a beaucoup de gens qui font du tai chi qui est plus physique, plus martial, plus... Puis un peu la même chose avec l'aïkido, tous les pratiquants que j'ai reçus étaient comme, mais moi, je pratique autre chose, tu sais. Fait que comme, c'est quand même particulier que, tu sais, le tai chi dans notre tête, en tout cas, je parle pour moi, peut-être que c'est un préjugé puis que c'était moi qui étais dans le champ, mais tu sais, dans la culture populaire, c'est vraiment associé à des pratiquants plus âgés aussi, tu sais. Puis ironiquement, j'ai reçu beaucoup de gens qui ont mon âge ou en bas. Donc, tu sais, Ethan de Blois, là, qui est plus jeune que moi, là, qu'on a reçu, qui fait du... Tu sais, comme... Tu fais comme, OK, finalement, c'est vraiment pas ce qu'on pense, cet art-là. C'est quand même intéressant, ça. Mm. Ben, oui, je pense que la manière dont c'est promu, puis l'image qu'on a du tai chi, c'est peut-être pas raccord avec toutes les offres finalement. Là. Fait que je pense que le tai chi est peut-être plus populaire pour les personnes âgées, mais quand t'es jeune, puis tu tripes sur le mouvement, puis même sur le combat, ça peut être. Tu sais, après. C'est sûr que je dirais que la pratique que j'ai faite, je m'en sers encore comme exercice physique, comme conditionnement, ou même il y a un aspect qui est un peu plus méditatif. Donc ça vient combler ces besoins-là chez moi. Au niveau martial, en tant que tel, je te dirais que c'est pas nécessairement applicable directement. En situation de combat réel, mais tous les effets ou les conditionnements, les façons de bouger vont bonifier la pratique du sport de combat réel. Fait que c'est super raccord, mais est-ce que écoute, il y a des moves de tai chi qui peuvent fonctionner. Je me suis pas, j'ai pas nécessairement étudié ça. On en voit peu parce que finalement, ce qui fonctionne, c'est ce qui est le plus simple, puis ce qui est le plus des fois moins en finesse, moins. Mais il y a des instants qui fonctionnent, comme dans tous les systèmes. Tu sais, c'est comme autant la pratique je trouve ça tout le temps drôle un peu les décalages avec les systèmes, tu vois, des systèmes chinois s'entraînent beaucoup pour prendre certaines postures, puis au final quand ils se parent, ben ça ressemble à du kickboxing, tu sais, du sanda ou fait que tu sais c'est comme ils s'entraînent à quelque chose d'autre qu'ils vont pratiquer en système de combat, mais au final, c'est peut-être pas pour ça qu'ils pratiquent ce système-là ou cette pratique-là. Puis ils doivent retirer beaucoup de l'entraînement quand même en situation de combat à cause de la souplesse, à cause des voies de passage qu'ils ont développées dans certaines postures d'animaux. Fait que je pense pas que je dis d'animaux, mais ça pourrait être n'importe quoi, tu sais, c'est que mais voilà, c'est pour ça moi j'aime beaucoup les deux, là, le côté traditionnel et moderne des arts martiaux. Puis je pense que les deux ont leur place, puis les deux peuvent très bien cohabiter. Au final, je pense qu'il faut juste comme classer les choses à la bonne place et pas dans leur contexte, puis des fois de pas prétendre non plus des choses qui sont un peu pas nécessairement fausses, mais qui sont, disons, des demi-vérités. Là. À partir du moment que tu sais dans quoi peut s'appliquer ce que tu fais, ben tout va bien, tu sais. C'est si tu fais semblant que tout fonctionne, que dans tous les contextes, que là, ça marche pas, tu sais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ben oui. Puis tu sais, tu sais, puis dans comme même tu sais, sans te parler avec Seb de Piketty-Tirsia, tu sais, écoute, ce système-là, il est tellement vaste en termes d'art avec armes. Je le vois un peu comme
comme la maîtrise, dans le sens où les fondateurs puis ceux qui ont fait évoluer ce système-là, ils ont été au bout d'à peu près toutes les possibilités puis les réactions que tu pourrais avoir sur un angle, puis ils ont rajouté 2 à 3 niveaux d'attaque contre-attaque. Fait que tu sais, ça commence à, tu sais, quand c'est exponentiel, mais ça commence à faire pas mal de possibilités au final. Fait que, sauf que si je ramène ça encore au combat puis tu sais, c'est rare qu'on se rend à 2 niveaux d'attaque contre-attaque là. Tu sais, surtout en striking, ça arrive, mais tu sais, c'est exceptionnel là. Quand c'est rendu que tu es capable de faire de quoi de clean, attaque contre-attaque, en restant dans quelque chose d'un petit peu plus fancy avec l'adrénaline puis la vitesse d'exécution. Je sais pas que c'est impossible, mais on le voit pas souvent puis on le fait pas souvent. T'sais. Ça reste plus comme d'un combat de kickboxing. Au final, c'est jab, cross, hook, c'est les roundhouse, les push kicks qui fonctionnent, c'est des combinaisons 1-2-3, 1-2-3 blocs, 1-2. C'est souvent ça qu'on voit même dans les UFC puis dans les combats d'élite. Tu sais, je veux dire, il y a une finesse, puis tu sais, il y a des combattants qui sont exceptionnels, mais tu sais, c'est un petit pourcentage là, qui est capable de. D'habitude, les arts de combat qui sont le plus brutal et fonctionnels sont souvent les plus simples aussi, ça. 100%. Puis là, on va y venir. Le Krabi Krabong, ça mange quoi en hiver? Ça vient d'où? Peux-tu nous faire une mise en contexte des origines un peu, les spécificités? Le Krabi Krabong, c'est un système qui est de provenance thaïlandaise. C'est un peu tu sais, sûrement que la plupart des auditeurs ont déjà connaissent ou pratiquent la boxe thaïlandaise. Fait que ceux qui pratiquent la boxe thaï savent ou ont déjà entendu parler du Krabi Krabong comme étant un peu l'ancêtre de la boxe thaï. En fait, le Krabi Krabong, c'est un art à la base qui est militaire, qui est basé sur le maniement d'armes qu'il y avait à cette époque-là. Donc, il y a évidemment l'épée qu'on appelle le da. Je vous en montrais tantôt. J'ai un paquet de weapons à vous montrer. Il y a la hallebarde, il y a les maïsocs comme ça qui ont l'air un peu des genres de tonfa là, qu'on va prendre comme ça. Fait qu'on peut frapper, on peut faire glisser pour frapper aussi. Il y a le bâton, comme le bow là, la lance, bouclier. À cette époque-là aussi, en Thaïlande, ils se battaient aussi sur des éléphants. Fait qu'il y a des types d'armes qui sont comme des plus longues perches pour pouvoir piquer, si on veut, dans la mêlée. Sick. Fait que ça provient c'est ça, c'est hot. Ça provient du sud-est de l'Asie. Puis ça, tu sais, il y a eu un gros empire, l'empire du Majapahit, qui a régné à une époque. C'est des coins de la terre où il y a eu beaucoup de bagarres tribales, puis les frontières ont bougé beaucoup. Il y a eu il y a eu la Chine qui a envahi, il y a la Birmanie à un moment, il y a les Khmers qui ont été forts, il y a la Thaïlande, ça a déjà été comme tout un peuple. Fait que puis plus récemment, la Thaïlande est devenue indépendante, mais ça fait que pour essayer de remettre en contexte, je suis pas un spécialiste de l'histoire non plus. Il y en a s'il y en a qui ont plus d'intérêt, il y en a qui ont écrit des livres puis qui ont mis ça en contexte. Mais c'est une époque où en fait il y avait encore des bagarres à l'épée, puis il y avait encore des bagarres avec des armes tranchantes. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on met en contexte, je fais un petit comparatif par rapport au Kali.
Le Kali qui est un petit peu plus souvent tribal dans la jungle, un petit peu n'importe qui, n'importe où. Il y a beaucoup de systèmes qui vont fighter un petit peu plus proche. On a des terrains accidentés, des choses comme ça. Le Krabi Krabong, étant donné que c'était plus militaire, c'était un petit peu plus organisé, c'était plus la guerre des attaques de mêlée et côte à côte. Fait que ça apparaît beaucoup aussi dans le mouvement, dans le sens où contrairement au Kali, où est-ce qu'on peut se permettre de faire des mouvements super circulaires puis de bouger alentour de la personne, là, tu te trouves à être à côté de ton camarade de combat. Puis si tu tournes puis tu te mets à frapper trop avec des mouvements trop amples de côté, ben tu risques de le blesser. Fait que la mécanique a été développée pour avancer, donc c'est très linéaire, et couper vers l'avant. Après, toutes les arts martiaux thaï, la boxe thaï, pour les pratiquants qui la pratiquent, savent que l'emphase, c'est toujours, ou la plupart du temps, c'est mis sur la puissance. Fait que, tu sais, comme le jab, sauf que, tu sais, on va donner les kicks, ça rentre de la jambe arrière, même quand on va donner un kick de la jambe avant, c'est pas un absolu, qu'est-ce que je dis? Là, on peut donner un kick de la jambe avant simplement en levant la jambe, mais souvent on va utiliser le switch kick. Fait qu'on va faire un petit mouvement pour remiser la jambe avant à l'arrière, ce qui nous donne un petit peu plus de distance pour augmenter la puissance. C'est un petit peu le même principe dans le Krabi Krabong, c'est la même énergie. Le Kali, là, tu sais, ou les systèmes de couteaux comme Pekitisterzia, on est dans le petit mouvement fin, on fait des petites coupures. Là, on est, t'as l'épée comme le Da, qui ressemble un peu à je vais vous montrer un peu un Dao chinois, où, tu sais, c'est quand même assez grand. J'ai beaucoup de poignées, puis je viens le tenir ici. Ben, c'est vraiment du mouvement ample, puis j'envoie du bras arrière. Quand je te donne un petit exemple, juste pour que tu vois un peu le type de mouvement. Tu vois? Le mouvement de base du Krabi, là, ça va être un mouvement de coupe, comme ça, vers l'avant. Puis si je combine avec les deux, je vais aller carrément en marchant, en avançant vers mon opposant, en envoyant les frappes. Contrairement à c'est encore là, je veux pas, c'est pas un absolu, mais supposons que je fight un peu plus avec un système de Kali, je mettrais mon bras droit à l'avant, parce que je considère qu'on est d'un contexte d'armes, puis je veux être capable de me protéger avec ce qui est devant. Là, ma droite, comme un boxeur, je la mène en arrière parce que je veux vraiment maximiser ma puissance. Au pire, je vais tasser, puis... C'est plus dans une dynamique un peu spartiate, là, hyper genre organisée, structurée, de groupe, là, dans le fond, un peu comme une gang de spartiates qu'il faut pas que les boucliers aient d'ouverture parce que sinon ça défait toute la structure, genre. C'est un peu ça, je simplifie, mais dans le sens qu'ils avançaient en groupe, comme... Ben, il y a un petit peu ça, mais il avance, regarde, au niveau stratégie militaire d'époque, je pourrais pas te dire exactement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, disons que ça serait, on serait à mi-chemin entre le combat spartiate puis la mêlée chaotique. Fait que tu sais, quand tu vois parce que il y a un aspect du Krabi Krabong qui est très théâtral de représentation. Puis souvent, tu vas voir comme des combats entre plusieurs pratiquants. Puis souvent, ben, disons, les deux premiers vont, c'est de la mise en scène évidemment, vont partir côte à côte. Il y en a un qui va faire une frappe sur son opposant, qui va continuer pour aller chercher le deuxième, puis c'est son chum derrière qui va finir le premier. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Dans le sens, ça va.
ça court, là. Ça va vite, c'est très dynamique, ça saute partout, ça arrive tu sais, disons, la vision, ça serait un peu le combat dans 300, mais pas au début quand ils ont les boucliers, les lances, puis tout le monde se protège. Quand c'est le Mais bordel à disons, la fin. dans le film, là, quand ça commence à être le bordel, là, puis tu sais plus trop Ouais. c'est lequel ton ami, puis c'est Ouais. lequel ton ennemi, là. Fait que c'est un petit peu J'entends, ouais. comme ça, je vois ça, là. Après, c'est ce qui m'a vraiment euh, intéressé finalement, c'est cet aspect-là très ça fitait avec mon style de combat, très vers l'avant, mettre la pression, euh, plus rectiligne, puis par la pression créer des opportunités pour pouvoir rentrer d'autres frappes ou kicker. Fait que c'est différentes stratégies. Mais non, c'est ça, c'était un bon fit plus orienté power, puis l'application là, du pied-point avec les armes. OK. Puis si on fait exception du contexte des Dog Brothers qui nous a été expliqué, je vais mettre l'épisode en lien, quand même assez clairement avec Min, le contexte avec le full face puis tout ça. Ouais. Les pratiquants de Krabi Krabong, quand y a-tu du sparring, mettons, là-dedans? Puis si oui, ça prend quelle forme? Y a-tu de la protection? C'est comment ils mettent en pratique, dans le fond, les techniques ou les formes qu'ils vont apprendre, dans le fond? Je vais commencer par l'entraînement. Règle générale, c'est quand même assez simple. On a des plateformes qu'on appelle des comptes. Fait que en anglais des counts. Fait que chaque, disons, il y a le 9 count, 7 count, le compte de 8. Puis chacun des comptes est comme un petit peu une plateforme. Fait que ça va être des différentes angles d'attaque qui sont fixes. Donc, un qui donne ses 8 frappes, l'autre qui reçoit les 10 frappes. Donc, un qui apprend à frapper, l'autre qui apprend à parer. Puis après, dans chaque plateforme, il y a différents apprentissages, puis chaque plateforme va mettre l'emphase sur différents aspects, finalement, du combat. Fait que je te donne un exemple. Le compte de 8, c'est très simple. Ça fait le tour de pas mal toutes les angles de frappe. En haut, au niveau des coudes, au niveau des jambes, sur la tête. Ça, c'est 8 counts. Fait que, sauf que le 8 count, pourquoi je te dis que c'est une plateforme, c'est que sur la plateforme de 8 count, on peut la faire avec un épée, 2 épées, avec les mailles-socs, avec un maille-soc, un épée grip normal, un épée reverse grip, avec la lance, avec l'albar. Tu sais, je te ferai pas l'énumération de toutes les possibilités, mais on part de cette plateforme-là, puis on va jouer avec, même des fois, il y a la symétrie ou l'asymétrie. Avec un épée versus 2 épées, un épée versus un maille-soc, une lance. Tu sais, finalement, toutes ces possibilités-là peuvent être envisageables. Ensuite, il y a l'aspect plus traditionnel Wei Kru. Wei Kru, on voit ça des fois au début d'un combat de Muay Thai. C'est la danse traditionnelle que les combattants vont faire. Donc, il y a ça dans le Krabi Krabong. Il y a un Wei Kru pour chaque arme qui est un peu différent. Un debout, un au sol. Fait que ça, c'est un petit peu, c'est l'équivalent de la forme dans les arts martiaux traditionnels. C'est aussi une façon de démontrer un peu nos aptitudes, puis de montrer notre respect à notre enseignant, au roi même de Thaïlande, parce qu'il y a cette partie-là, puis finalement au divin ou à l'invisible. Puis ensuite, il y a la partie danse qui fait partie du Krabi Krabong, qui est vraiment une danse martiale de représentation. Puis après, il y a la partie vraiment comme représentation avec plusieurs pratiquants où là, c'est vraiment plus théâtral. Et évidemment, il y a du sparring, du combat, mais souvent,
puis écoute, après, ça dépend des groupes, j'imagine. De ce que j'ai vu, c'est souvent plus encadré, même au niveau des drills. Je te dirais, le niveau d'intensité, quand on drill, on est proche d'une intensité de combat. Fait que tu sais, quand t'as un bon partner qui est capable de recevoir, puis c'est pas une game d'ego, ben là, tu peux y aller comme pas mal full on. Tu sais, tu cours dedans, t'envoies tes strikes, l'autre bloque. Là, dès que t'as fini ton compte, l'autre te rentre dedans, toi tu bloques. Fait qu'il y a beaucoup c'est très dynamique, il y a beaucoup c'est très, très dynamique. Après le sparring, dans notre groupe, on a la chance d'avoir plusieurs pratiquants qui aiment ça. Fait que quand on se réunit, ben on va tester qu'est-ce qu'on fait très très souvent, puis on va choisir l'intensité avec laquelle on le fait. Puis après, ben là, il y a l'autre comme Min te parlait, il y a l'autre intensité Dog Brother. D'ailleurs, il y a beaucoup de pratiquants c'est un des arts qui a beaucoup influencé les Dog Brothers en général. C'est une des sources majeures. Il y a Ajahn Arlen Sanford qui est un des Dog Brothers, des premiers Dog Brothers originaux là, qui est un top aussi de Krabi Krabong aux États-Unis, qui fait partie de la fédération à laquelle j'ai adhéré, Bouddha Sawan Association d'Amérique du Nord. Fait que non, c'est ça. Je suis parti dans tous les sens là, mais non, c'est super intéressant. C'est pour ça que je t'interromps pas, là. Je te laisse aller, c'est vraiment intéressant. Oui, il y a du après, oui, il y a du sparring de léger à full-on, à de pas d'équipement à même l'équipement traditionnel qu'il y avait à l'époque, là. OK. Non, mais c'est intéressant. Mais il y a toujours quand je parle avec des gens qui pratiquent les armes traditionnelles, moi, premièrement, j'adore ça, là. Fait que ma question est une mauvaise foi, mais je le suis pas. OK? C'est toi, premièrement, qu'est-ce que tu retires de ça, de cette pratique-là? Parce que la question de mauvaise foi, c'est à quoi ça sert? Tu sais, tu me parlais d'armes qu'on utilisait jadis à dos d'éléphant. Là, tu fais ouais, mais OK. Ouais. Mais quand est-ce que tu vas te battre à dos d'éléphant en 2024, mettons? Tout à fait. Écoute, comment tu vois ça? Plein de choses. Premièrement, pour moi, j'ai trouvé dans le Krav Krabong j'ai utilisé l'anglicisme, mon one-stop shop, mon art qui répond à tout. J'ai l'aspect très physique, très dynamique au niveau de l'entraînement. Étrangement, il y a beaucoup de mouvements que je pratiquais dans le Neigong qui sont, écoute, pas loin d'être les mêmes mouvements si je transfère à des mains libres aux armes. Il y a l'aspect méditatif même, tu sais, c'est comme il y a mes instructeurs qui me demandaient justement puis aime ça les Way Crew, tu sais, aime ça puis moi j'adore ça parce que dans le Tai Chi j'ai développé cet amour-là pour vraiment, tu sais, comme faire le breakdown du mouvement, prendre le temps de bien se grounder dans chaque mouvement, tu sais, c'est le fun. En plus les positions sont super belles. Il y a même des certaines positions qui sont historiques là, qui viennent de vieux traités indiens thaïlandais comme le Ramakien, puis des vieilles histoires, tu sais, qu'on voit sur les fresques. Ben il y a de ces positions là, fait que tu sais c'est très tu sais il y a comme le flavor Thai. Tu sais, des fois on voit comme les images un peu comme hiéroglyphées là, un peu de côté, tu sais, des gesticules de doigts qui sont très fines. Fait que il y a cette partie-là que j'aime ça. Et vu que le système de Krabi Krabong a été fait pour la bataille de mêlée sur le terrain,
c'est battle ready, là, ça pas, tu sais, il y a à peu près, il y a pratiquement rien dans la pratique que je peux pas rentrer ou que je peux pas utiliser en combat full contact. Je peux le prendre direct, puis en gros, on va s'entraîner, on va entraîner quelque chose, on va entraîner un nouveau combo. C'est comme faire des jab cross hook avec des épées. Fait que, puis au travers de ça, tu rentres les kicks. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme faire de la boxe taille avec quelque chose dans les mains. Fait que je m'entraîne comme je me bats. Il y a pas trop de, c'est assez raccord, là. Fait que pour tout ça, tout le spectre m'intéresse. Puis c'est des mouvements amples. C'est une attitude aussi qu'on développe, power. Tu sais, on veut intimider, on veut faire mal. Tu sais, même si c'est théâtral, tu sais, t'arrives pas à la tête baissée, les épaules recroquevillées. Non, quand tu fais les formes, les postures, c'est le torse bombé, la tête haute, la fontanelle. Faut que t'aies l'air majestueux, tu sais, fait que des danses, tu viens raffiner un peu le mouvement, ta gestuelle, ta posture. Puis après, après l'art puis la pratique, c'est d'être capable de transférer ça là, sous pression. Puis fait que moi j'ai adhéré. Tu sais, après, c'est comme tu sais ça, je pense qu'il y a un filtre à tous les arts martiaux, puis tu choisis ton filtre, tu sais, je veux dire, ou ton dans les arts martiaux traditionnels, ils ont toutes leurs feel, ils ont toutes leurs racines qui sont souvent très très profondes dans la culture. Fait que non, moi j'ai puis je trouve en parlant avec certains de mes instructeurs qui ont habité puis qui se sont entraînés en Thaïlande, j'ai jamais été en Thaïlande, j'ai hâte d'y aller, mais je commence à apprécier ce côté-là un peu très, tu sais, c'est des gens qui sont très positifs, très spirituels, tu sais, souvent dans la pratique, quand on voit les combats de boxe thaï, les gens vont émettre des sons, tu sais, c'est comme un peu comme le kiai finalement, mais tu sais, c'est des sons puis tu sais, ils ont du plaisir, ils ont le sourire dans le visage, ils sont contents d'être là. Tu sais, ils arrivent pas. Tu sais, des fois, tu vois deux fighters au niveau au niveau élite, puis les deux se regardent, puis tu sais, ils se font des signes, je suis tough, je vais te tuer, blablabla. Bla, bla, bla. Ben, tu sais, les boxeurs taille, ils arrivent, puis ils sentent la main, tu sais, ils souhaitent le meilleur. Souvent dans les reviews, ils sont super comme contents puis honorés de fighter un fighter à ce niveau-là. Tu sais, c'est souvent très positif. Après, dans les coulisses, puis comment ça se vit, ça peut être un peu différent, mais j'aime cette énergie-là, tu sais, à l'entraînement, quand on fait une erreur, ben tu sais, c'est d'essayer d'enlever puis de chasser tu sais, on a tendance souvent dans les arts martiaux à s'excuser, ou quand tu sais, d'essayer de chasser le négatif puis de ramener ça à, hey, en ce moment je suis en train de m'entraîner, je peux pas être bon partout, je suis dans un mode apprentissage, c'est normal que je fasse des gaffes, c'est normal que je sois pas parfait dès la première répétition. Tu sais, c'est de le prendre la gaffe plus positivement, puis de s'amuser avec ça. Garder le jeu là-dedans. Tu sais, c'est comme quand tu t'entraînes avec ton partenaire, tu lances une frappe. Des fois, t'en laisses passer aussi à l'autre. Faut que tu lui laisses des opportunités de pratiquer, puis de garder ça le fun. Tu sais, fait qu'il y a cette il y a ce côté-là aussi d'interne, finalement, dans la pratique externe, de garder ça joyeux, parce qu'au final, il y a plein d'autres affaires à faire, tu sais, on n'est pas obligé de faire ça, tu sais. On prend notre temps pour se rassembler, puis focaliser, puis se développer là-dedans, par choix. Fait que, tu sais, faut pas trop se prendre au sérieux, puis faut avoir du plaisir là-dedans, là. Fait que cette énergie-là que j'aime beaucoup, que j'essaie de cultiver, puis... Ouais.
Je qui est fais présente juste dans une les arts martiaux parenthèse parce que thaï. t'as cité le Leigong une couple de fois. Moi, personnellement, je Le suis Neigong, désolé. ouais. Ouais, ça me dit rien. Est-ce que tu peux m'éclairer Ouais. là-dessus? Ben, on entend souvent parler du Qigong, qui est Ouais. le travail du Qi, finalement. Le Neigong, pour faire une traduction directe, là, c'est le travail interne. Donc, OK. ça englobe, si tu veux, toutes ces pratiques-là, OK, OK. Tai Chi, Qigong. Puis même là, tu sais, sans rentrer trop en profondeur, même au niveau euh, on rentre un petit peu plus là, dans le mysticisme puis les traditions Le spirituel, là, on peut appeler ça occultes, comme. de spirituel. Là, tu sais, il y a toutes sortes de OK. comme au travers du bouddhisme ou du taoïsme, Mhm. le Neigong, c'est un travail interne qui peut avoir certains buts au niveau spirituel. Fait que c'est ça. Mais tu vois, moi, encore là, je l'ai approché de façon très comme pragmatique, très physique dans le mouvement. Puis ça m'a ouvert plein de portes au niveau spirituel, si on veut. Puis je me challenge tout le temps, puis je reviens tout le temps parce que je crois que foncièrement que on est capable de générer des sensations, des états, des pensées. Fait que j'ai toujours un petit recul par rapport à moi-même, dans le sens où des fois, tu sais, j'ai eu tu sais, autant ici qu'à Wudang, tu sais, t'es en train de méditer, le, le but de ta séance, c'est de collecter l'énergie cosmique, tu sais, puis d'un coup, ben, t'as des sensations. L'univers est magnifique, la sensation, t'as une super sensation d'unité avec ton environnement, avec toi-même, avec le temps change, tu sais, il y a des affaires pétées. Mais c'est ça, après, tu sais, il y en a qui vont rentrer dans des trucs qui sont un petit peu plus ésotériques. Moi, j'ai toujours un côté de moi qui se dit que je crois qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut générer. C'est pas nécessairement externe, tu sais. Je crois que c'est des états qu'on peut aller chercher à même notre être, puis que c'est juste faut juste s'y attarder finalement, tu sais, comme un petit peu n'importe quoi. Étrangement, le travail, c'est comme du travail physique, je vois ça comme du travail physique, mais à l'interne, tu sais, plus tu médites, puis plus tu fais du ménage dans tes pensées, plus tes pensées sont claires, puis plus quand les problèmes surviennent, c'est clair que c'est un problème, tu sais, c'est pas comme dans le gros noise de la vie, puis tu dis oh my god, je sais plus quoi faire, je sais plus par où commencer parce qu'il y a trop de bruit, tu sais. Fait que c'est d'identifier les petits bruits, puis à un moment donné, ben ça devient silencieux. Fait que quand il y a un bruit, t'es quasiment content. Hey, il y a un bruit, c'est quoi ce bruit-là? Pourquoi ça fait du bruit? C'est quoi la source? Je veux comprendre, tu sais, puis là, ben après, ben t'es plus en montagne en Chine, puis ça reprend, mais ça reprend à d'autres à d'autres intensités, là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'ai entendu récemment, puis je trouve ça très vrai, c'est que tu sais l'humain en quelque part, on a comme oublié un peu nos instincts, le côté animal, on est tellement socialisé que c'est comme si on a des instincts qu'on n'écoute plus. On a des sens, on a c'est ça, des instincts, pas des réflexes, mais vraiment des instincts puis des feelings, des ressentis auxquels on porte plus attention. Puis d'écouter notre corps, d'être conscient de son environnement, c'est quelque chose qui se perd, j'ai l'impression, tu sais. Complètement. Puis, Surtout dans la société hyper comme technologique qu'on est, là, c'est ironique, là, on dit ça dans un podcast, mais tu sais, comme il y a des ben écrans ouais. partout, on est stimulé tout le temps, fait que comme tu prends jamais de break pour juste focaliser sur ton ressenti puis sur comme où t'es là en ce moment. Là. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, juste, moi, des fois, il y a une image que j'aime bien, c'est avec la pollution lumineuse, en ville, on voit pas souvent les étoiles. Tu sais, on est très comme centré sur notre environnement direct. Quand tu sors de la ville, puis tu vois un ciel étoilé, comment c'est majestueux, là, ça rend humble. Tu sais, tu réalises que t'es une poussière sur un grain de sable, puis qu'il y a tout ça alentour, tu sais. Ben,
le ciel étoilé nous rend pas humbles assez souvent. Tu sais. Si à chaque fois avant de te coucher, tu vas dehors, tu regardes le ciel, puis t'as ça dans ta dynamique, je veux dire, je crois que ça change quelque chose intérieurement. Puis ça, c'est comme tout après, tu sais, il y a cette belle image-là, taoïste qui est de cultiver un jardin, mais c'est ça le travail interne. C'est de permettre, c'est de planter des choses, de les cultiver, de désherber, enlever qu'est-ce qui fait pas, qui est pas à toi. Tu sais, on est souvent un peu, on bouge un peu au gré du vent, puis on se laisse porter, puis là on vieillit, puis là tranquillement on s'enracine, puis là on sans nécessairement contrôler, on choisit un petit peu plus notre environnement, mais il y a toujours des facteurs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Puis c'est comment t'es groundé, puis comment t'es stable, puis que t'es développé au niveau interne, intellectuel, émotivement, que t'es capable de prendre l'adversité puis ces choses-là sur lesquelles t'as pas le contrôle, tu sais. Quand t'as pas pris le temps de te grounder puis de comprendre c'est quoi tes systèmes de fonctionnement, comment qu'elle fonctionne la machine, comment qu'elle fonctionne ma tête, comment je réagis émotivement, est-ce que je joue un rôle, est-ce que tu sais, il y a un paquet, ça peut aller loin. Les choses t'arrivent de l'extérieur, puis tu réagis, puis pas nécessairement dans le bon sens, puis tu cultives quelque chose qui au final te fait du mal, tu sais. Quand tu es capable d'avoir le recul, puis de voir ton terrain, puis là, t'as atteint le niveau où est-ce que tu es capable de planifier, tu es capable d'essayer regarde, cette année, je vais essayer un nouveau légume, tu sais. Fait que tu vas donner de la place pour cultiver ce nouveau légume-là, puis finalement, tu dis, finalement, j'aime pas ça tant que ça, j'aime mieux mes tomates, tu sais. Je veux dire, il y a de quoi de sain là-dedans. Fait que c'est un petit peu, c'est pour, avec la place que j'ai donnée à ça dans ma vie, je te dirais que je retourne souvent à la pratique, mais c'est aussi une façon d'être puis de vivre puis de percevoir puis finalement d'essayer d'être bon avec les autres parce que le mouvement que t'envoies à l'extérieur, ben étrangement souvent ça te revient. Tu sais, des fois c'est direct. Si j'ai une face de bœuf à l'épicerie, ben la caissière elle risque d'être un petit peu plus sec, tandis que quand je suis dans un mode souriant puis un mode léger, ben on peut avoir une petite interaction le fun, puis le sourire se passe d'un à l'autre, puis tu sais ça, au final c'est ça la vie là. Ouais, il y a quelqu'un que j'ai entendu, il fait pas toujours l'unanimité, mais cette quote-là concernant les arts martiaux, c'est Jordan Peterson, je pense, qui disait que ce qu'il admire des gens qui font des arts martiaux, c'est que ils apprennent, ils ont le pouvoir de faire mal aux gens, mais qu'ils choisissent de pas le faire. Il dit ça, c'est du pouvoir. Puis être pacifiste quand tu sais pas comment te défendre, il y a aucun, c'est pas vertueux, tu sais juste pas comment. Fait que comme, tu sais, c'est pas un choix, tandis que la personne qui a appris les skills de faire mal et qui choisit de ne pas l'utiliser, ça, c'est de la force. Puis ça, c'est tellement, je trouve, ça résume vraiment bien pour moi, en tout cas, ma vision des arts martiaux. Vaut mieux être un guerrier, tu sais, dans un jardin qu'un jardinier en temps de guerre, là. Tu sais, cette espèce de proverbe-là. C'est vraiment ça, tu sais. Ouais. Puis, en tout cas, bref, j'avais peut-être une dernière question à te poser avant que j'aimerais ça à la fin qu'on plug où ce que tu pratiques pour les gens qui sont intéressés là. Mais après avoir fait là, c'est mon 3e podcast avec votre gang de suite là. Puis vous faites tous des trucs avec des armes, des trucs assez extrêmes. La société est de plus en plus aseptisée. Le gouvernement veut de plus en plus contrôler tout ce qui se fait, les arts martiaux, les pratiques sportives, etc., etc.
Tu vois où le futur des styles de combat comme vous faites, des styles de combat plus extrêmes, armés, tout ça, est-ce que tu penses que ça a de l'avenir ou ça pourrait éventuellement devenir comme un peu underground puis pas trop avec pignon sur rue? Est-ce que tu penses que ça va pouvoir s'adapter à ces nouvelles réglementations-là qui pourraient s'en venir un jour? En fait, ça l'est déjà, mais moi, je vois vraiment ça comme finalement un héritage culturel, tu sais. Si ça se met à je veux dire, un peu, si ça se met à dégénérer au point où, tu sais, on peut plus utiliser un outil de façon pacifique, tu sais, advienne que pourra, mais tu sais, je veux dire, moi, je travaille avec un marteau, tu sais, je veux dire, je cogne des clous avec, tu sais, c'est ça que je fais dans la vie, tu sais, mais tu sais, un marteau, ça peut défoncer un crâne aussi, tu sais. Fait qu'après, tu sais, il y a toujours une question de contexte, d'usage, puis tu sais, on l'amène à l'extrême, mais quand on pratique, tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde vient s'entraîner avec nous, il va trouver quelque chose d'intéressant à pratiquer parce que au-delà d'être très physique, très extrême, c'est aussi très intellectuel, c'est une forme d'art, c'est une forme de développement. Puis, tu sais, c'est sûr que on n'arrive pas première journée, puis let's go, mets le masque, puis c'est full on, tu sais, je veux dire, faut que c'est pas non plus, c'est un choix, c'est pas non plus imposé. Il y en a qui arrivent qui ont pas l'air d'être intéressés, puis à force de nous voir, puis de voir aussi la façon dont on joue ensemble, tu sais, souvent, ils vont finir par mettre le masque, puis venir jouer avec nous un peu. Mais non, écoute, moi, c'est déjà, tu sais, c'est déjà très niche qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas très connu, c'est pas très répandu. J'espère qu'il va y avoir plus de pratiquants, puis tu sais, c'est un peu égoïste comme façon de voir les choses parce que ça fait plus de variété, puis ça fait plus de personnes avec qui partager. Puis je pense qu'il y a réellement une belle richesse là-dedans, puis quelque chose de très libre. Tu sais, comme tu l'as dit, on est un groupe, le groupe de Black Flag, on est un groupe très un peu atypique. Tu sais, on vient de milieux, tout le monde de milieux différents, mais on tripe tous sur les arts martiaux. Il y en a qui poussent plus un système que l'autre, il y en a qui poussent plus certains aspects d'un système que l'autre. Puis on se rejoint, puis on est on a une relation très forte qui nous unit. Puis tu sais, une fois de temps en temps, il y en a un qui arrive, qui se greffe à nous, un win, puis la plupart restent, mais regarde, on verra où est-ce que ça va nous mener tout ça. Sinon, nos amis sont plus à l'international. Tu sais, c'est ça qui est étrange, c'est parce qu'il y a plein de petits groupes comme les nôtres à Burlington, à Vancouver, à Boston, ce qui fait que on voyage pas mal, puis là on arrive, puis fait que moi mon réseau d'arts martiaux il est assez explosé, tu sais, ça fait pas 10 ans que je suis retourné dans ces systèmes-là, mais depuis que je me suis mis à développer des liens là avec ces communautés-là, je te dirais que c'est assez international, puis ça fait bouger, puis c'est le fun. Mm-hmm. Puis là, si quelqu'un qui nous écoute voudrait en faire du Krabi Krabong, c'est où que ça se donne, mettons, à Montréal, parce que toi, t'es à Montréal, right, avec la gang? Ouais. OK. Là, présentement, je suis encore plus étudiant que prof. Mine dans sa section de cours me donne un peu de place parce qu'on pratique beaucoup ensemble. Moi, présentement, je fais quasiment tous les mardis, je vais à Burlington, dans le Vermont, pour pratiquer avec Pat Gagnon, qui est le président de Bouddhé Sawan, qui est la fédération nord-américaine de Krabi Krabong. Puis tu vois, cette année, j'ai été m'entraîner avec Adjan Jason Webster à Austin, au Texas, pendant une semaine.
Puis je veux, tu sais, j'ai un entraînement puis un horaire d'entraînement qui est très actif par rapport au Krabi. Puis mon but, c'est de ramener ça puis à Montréal, puis de permettre aux gens qui sont intéressés là, de pouvoir se joindre à moi, à nous, puis éventuellement avoir un petit groupe là, de pratiquants qui fait que tu sais, pour l'instant, je te dirais c'est surtout moi qui bouge, je m'entraîne avec Mine, avec Simon aussi, qui commence à s'entraîner avec moi. Puis bientôt, ben, je travaille avec la Fédé là, pour avoir le titre de group leader, puis de faire ça un petit peu plus officiel. Puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir sans faire pas nécessairement le promouvoir, mais de former un groupe. Puis tu sais, c'est toujours, je reviens encore à ça, c'est tellement niche que tu vois là, il y a Jason Webster qui vient à Burlington au début du mois prochain. Puis tu sais, on va monter 2-3 de Montréal. On a un ami qui vient de Boston, puis il y a le groupe de Pat Gagnon à Green Mountain Martial Arts qui est quand même qui a plusieurs étudiants, mais on n'est pas des centaines là, fait que. Mais Burlington pour les auditeurs français là, parce que là on parle d'une ville aux États-Unis, c'est à combien de temps de Montréal quand même Burlington? Tu fais combien de route pour aller là? C'est à peu près 1h30. Quand même. Moi, je vais le mardi soir, fait qu'il y a personne, il y a quasiment personne aux douanes. Ouais. Je suis rendu un habitué, là. Je connais je connais les questions. J'ouvre les deux fenêtres côté conducteur, puis à date, ça va super bien, mais non, c'est ça, écoute, c'est une passion, là. Quand t'es passionné, 1h30 aller, 1h30 retour, il y a rien là, puis à chaque fois, ça vaut la peine, puis c'est une belle gang là-bas aussi. Puis éventuellement, ben, c'est de l'intégrer déjà à notre groupe de pratique qui a de l'intérêt, mais éventuellement, c'est d'aller chercher un petit peu plus de pratiquants. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un petit message privé. Oui, ben on mettra tes coordonnées en lien en description, il n'y a pas de trouble. Tu me donneras tes coordonnées. Écoute, je ne retiendrai pas plus longtemps pour la partie publique du podcast, mais je vais te garder définitivement pour un petit bonus Patreon. Merci beaucoup, c'était vraiment écœurant. Pour vrai, vous êtes une belle gang parce que c'était à toutes les fois on a réussi à aller à des places différentes. Il n'y avait pas tant de redire. Non, mais c'est quand même, tu sais, vous vous entraînez ensemble puis vous dites pas la même affaire. On a fait 3 fois 1 heure, c'est quand même quelque chose. Fait que c'était vraiment nice. Merci beaucoup. Puis, comme j'ai dit, on va mettre les liens en description puis je te garde là pour quelques minutes de plus.